Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour. Je suis Charlotte Molny, coordinatrice territoriale de l'association Espace Vie. Aujourd'hui, la thématique porte sur les nouvelles recommandations de l'HAS pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Agnès Bernoux, qui est médecin coordonnateur du Centre régional de dépistage des cancers en Île-de-France. Elle sera accompagnée de Sandy Rito, qui est sage-femme, également au CRCDC Île-de-France. Toutes deux seront rejointes par le docteur Christine Estadieux-Planète, qui est présidente de la CPTS du Val d'Orge. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je remercie l'association Espace Vie de nous avoir proposé cette plage de webinaire pour vous parler du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Diapo suivante. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous informer sur deux grands changements concernant le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus en France et plus particulièrement ici en Essonne. À la fois du fait de nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant les modalités de dépistage du cancer du col de l'utérus qui ont été publiées en 2019 et qui recommandent donc un dépistage par frottis cervico-utérin pour les femmes de 25 à 30 ans tous les 3 ans, puis ensuite un dépistage par test HPV de 30 à 65 ans tous les 5 ans. La généralisation au niveau national, deuxième point, la généralisation au niveau national du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus pour les femmes de 25 à 65 ans, qui devient une nouvelle mission des structures de dépistage qui étaient déjà responsables des dépistages organisés du cancer du sein et des cancers colorectaux. Alors pour nous présenter rapidement, depuis mai 2019, le CRCDC Île-de-France, donc Centre régional de coordination des cancers, et la nouvelle structure régionale en charge des dépistages organisés des cancers en Île-de-France. Elle est issue de la fusion des 8 structures départementales qui étaient en charge des dépistages en Île-de-France. Elle est composée d'un siège à Paris où sont centralisées les fonctions support et de 8 antennes territoriales. Elle est financée par l'assurance maladie, l'ARS Île-de-France et de certains conseils départementaux, dont celui de l'Essonne. L'ADMC 91, que certains d'entre vous connaissez, est donc devenu le site territorial de l'Essonne du CRCDC Île-de-France. Les priorités du CRCDC sur les 3 dépistages sont l'augmentation des assurés à la couverture au dépistage, assurer la qualité du suivi des femmes dépistées positives et aussi participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de dépistage, en mettant en place des actions spécifiques sur les territoires en partenariat avec les acteurs locaux, qu'ils soient professionnels, associatifs ou collectivités territoriales. Et c'est à ce titre que nous commençons à monter avec l'association Espace Vie des projets ainsi qu'avec ses CPTS partenaires. Diapo suivante. Alors, quelques données rapidement. Donc, dans le monde, le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer de la femme et 85% des cas se réalisent dans des pays en voie de développement. Diapo suivante. En France, le cancer du col de l'utérus, c'est 3000 nouveaux cas de cancer par an. C'est le 12e cancer féminin et 1100 décès par an et c'est la 10e cause de mortalité chez la femme. Le taux d'incidence du cancer du col de l'utérus n'a cessé de diminuer entre 1980 et 2005, avec un taux annuel moyen de décroissance sur cette période de 2,9%, mais avec un ralentissement fort de cette baisse depuis 2005, on n'est plus qu'à moins 0,7% de décroissance par an, et un taux de mortalité qui a diminué en moyenne de 4% par an, et qui a toutefois ralenti, cette diminution a fortement ralenti depuis le début des années 2000. Toute la diminution de l'incidence en France du cancer du col de l'utérus est liée au dépistage. Diapo suivante. Alors, comme vous le savez, ce cancer est d'origine virale. L'agent responsable de ce cancer est le virus HPV. Et en effet, de l'ADN d'HPV à potentiel oncogène est retrouvé dans 95 à 100% des cancers épidermoïdes du col de l'utérus.
Alors, juste un petit rappel de l'histoire naturelle de cette infection. Donc, il y a un pic d'infection par le HPV vers 20-24 ans et après 30 ans, l'infection diminue rapidement. 95% des HPV vont être éliminés spontanément dans les 2 ans, mais chez certaines personnes, l'infection va se chroniciser. 36% des lésions précancéreuses concernent les femmes entre 36 et 45 ans. Le pic d'incidence du cancer est à 40 ans. L'âge médian du cancer du col de l'utérus est de 45 ans et l'âge médian de mortalité est 50 ans, donc c'est un cancer dont on meurt jeune, avec un âge moyen à 66 ans. Diapo suivante. Alors, grâce au dépistage individuel mis en place depuis 30 à 40 ans, le cancer du col de l'utérus est devenu une maladie rare, mais il y a encore 1000 décès par an qui seraient évitables car on a plein de moyens pour éviter la mortalité de ce cancer. À la fois la mise en place de la prévention primaire par la vaccination, je n'y reviendrai pas aujourd'hui, par un dépistage régulier, la plupart du temps, aucun symptôme en effet n'est associé au cancer du col. On observe parfois des saignements en dehors des règles, notamment suite à un rapport sexuel et qui invite à consulter, mais c'est à peu près le seul signe clinique. Le dépistage permet par ailleurs de diagnostiquer des lésions précancéreuses et de les traiter. Plus de 80% des cancers pourraient être évités si toutes les femmes se faisaient dépister régulièrement dans le cadre d'un dépistage organisé. Enfin, par un traitement adéquat, puisqu'on sait que le traitement des lésions précancéreuses sont efficaces à plus de 95%, et que l'Institut national du cancer a publié des recommandations sur la prise en charge des frottis anormaux. C'est donc une pathologie accessible et propice à un dépistage organisé. Alors, quelques données sur les difficultés d'obtenir, en fait, d'avoir suffisamment de personnes dépistées. Donc, l'objectif attendu au niveau européen est une couverture. Alors, tous les chiffres que je vais vous donner, bien sûr, sont sur les recommandations anciennes, donc un frottis tous les 3 ans. Donc, l'objectif attendu était d'une couverture de 80% de femmes ayant un frottis tous les 3 ans. En France, elle est de 59%. En Île-de-France, elle est de 50%. Et en Essonne, vous voyez, c'est le chiffre qui est marqué en rouge, elle est de 57,2%. Diapo suivante. Donc vous voyez qu'il y a encore un travail à faire pour passer de 57,2% à 80%. Alors, effectivement, ce qu'on sait en France, ce sont des données de 2010, il y a 6 millions de frottis cervicaux utérins réalisés en France chaque année, mais on observe 50% de femmes qui ne sont pas ou qui sont trop peu souvent dépistées, c'est-à-dire une situation de sous-dépistage, 40% de femmes qui sont trop souvent dépistées avec un frottis tous les 2 ans, voire tous les ans, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de bénéfice à faire des frottis à une fréquence inférieure à 3 ans, en l'absence bien sûr de pathologie, et moins de 10% de femmes bénéficiant d'un dépistage dans l'intervalle recommandé au total. Donc il y a vraiment un travail à faire pour que les femmes soient dépistées suffisamment, mais pas trop. Diapo suivante. Alors, le cancer du col de l'utérus est un cancer pour lequel le sous-dépistage est lié à la précarité. À titre individuel, en effet, on voit que les femmes qui n'ont aucun diplôme, il y en a 35% qui n'ont pas eu de frottis dans les 3 dernières années. Ce sont des chiffres ce sont des chiffres de 2014. Alors que dans une population chez des femmes qui ont fait des études supérieures, il n'y a que 12 à 13% de femmes qui n'ont pas eu de frottis dans les 3 dernières années. C'est lié aussi selon le niveau socio-économique du quartier, donc il y a des possibilités d'identifier les quartiers en fonction d'indices socio-économiques, ce qu'on appelle des indices de défavorisation sociale. Et on voit que quand l'indice de défavorisation sociale
est élevé, la couverture, il y a un nombre plus important de femmes qui n'ont pas eu de frottis dans les 3 dernières années. Ainsi, dans cette étude qui a été menée donc dans le 94, qui était un site expérimental, on observait une couverture dans les quartiers en grande difficulté de 49,5%, alors que dans les autres quartiers, elle était de 60%. Diapo suivante. Enfin, on observe un sous-dépistage chez les femmes de plus de 50 ans, du fait de la diminution de la consultation gynécologique avec l'avancée en âge. On observe donc que si les femmes sont... Enfin, on a à peu près 30% de femmes sans frottis depuis 3 ans chez les femmes jusqu'à 40 ans. On voit que ça augmente. Et pour les femmes de plus de 50 ans, on passe à des couvertures de moins de 40% de femmes qui n'ont pas eu de frottis sur la tranche d'âge 44-45 ans, pour monter ensuite jusqu'à plus de 50% chez les femmes de 60-65 ans. Donc il y a vraiment une attention particulière à avoir sur les femmes les plus âgées pour leur proposer un dépistage. Diapo suivante. Je vais prendre la suite du docteur Bernoux pour vous expliquer en quoi consistent les objectifs du dépistage organisé du cancer du col utérin. Tout d'abord, réduire l'incidence et le nombre de décès de 30 à 10%, et aussi réduire les inégalités d'accès et de recours au dépistage. Augmenter la participation des femmes en augmentant le taux de couverture pour essayer d'atteindre 80% de la population cible et en diminuant les inégalités sociales avec des actions spécifiques, des stratégies complémentaires aux populations vulnérables, éloignées du système de santé, aussi en tenant compte souvent de certaines croyances ou du fait que ce dépistage est un dépistage intime qui n'est pas forcément facile et il faut prendre compte de tout ça. Diffuser les bonnes pratiques en rationalisant les pratiques de dépistage avec un rythme, une population cible bien choisie, et améliorer les pratiques professionnelles aussi, c'est-à-dire la qualité du prélèvement, mais aussi le suivi, pour diminuer le surtraitement, diminuer les pertes de vue. Pour cela, il va falloir prévoir un soutien aux professionnels dans le suivi des cytologies positives, avec un envoi de courrier notamment. Diapositive suivante. Alors, les nouvelles recommandations relatives au dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, qui correspondent à l'HAS en 2019. Alors, pour les patientes de 25 à 29 ans, il y a une séquence de 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle, puis à 3 ans, si le résultat de ces 2 premiers est normal. L'examen cytologique à partir d'un prélèvement en milieu liquide est recommandé. La deuxième tranche de patientes, c'est de 30 à 65 ans, avec cette fois la réalisation d'un test HPV-HR 3 ans après le dernier examen cytologique, dont le résultat était normal, ou dès 30 ans en l'absence d'examen cytologique antérieur. Puis ce test sera fait tous les 5 ans, dès lors que le résultat du test initial est négatif. Vous avez en dessous un petit schéma qui résume bien tout ça et que vous pourrez enregistrer quelque part. Diapositive suivante. Alors, les outils du dépistage, bon, évidemment, le spéculum, le flacon en milieu liquide, c'est au mieux. Le frottis du dépistage, qui est un frottis cervico-vaginal ou cervico-utérin, a une sensibilité de 51 à 53%, une spécificité de 96 à 98%. L'interprétation est subjective et nécessite une lecture de résultats. Pour le test HPV, il a une meilleure sensibilité, autour de 90%. L'intervalle entre les 2 dépistages est plus long, puisqu'il est de 5 ans. Il a une moins bonne spécificité. Avant 30 ans, la prévalence HPV est élevée. Le risque est donc un surdiagnostic et un surtraitement avec le test HPV seul.
Diapositive suivante. Alors ça, c'est un algorithme qui est très bien fait, qui permet de trier un petit peu l'attitude à avoir pour les femmes de 25 à 30 ans, auxquelles un frottis a été proposé dans un dépistage primaire du cancer du col de l'utérus. Donc, après le frottis, l'examen cytologique, soit le résultat ASCUS est positif. Et dans ces cas-là, on fait dans un premier temps un test HPV. Si le résultat est positif, d'emblée colposcopie. Si le résultat est négatif, cytologie à 3 ans, donc dans un deuxième temps. Lors de cet examen cytologique, si le résultat LSIL, HSIL est positif, on fait d'emblée la colposcopie. Si lors de ce test frottis, le résultat est négatif, on refait pour ces femmes de 25 à 30 ans seulement une cytologie à 3 ans. Diapositive suivante. Même algorithme pour les femmes âgées, cette fois de 30 à 65 ans, auquel cette fois un test HPV est proposé en dépistage primaire. Si le test HPV en dépistage primaire est positif, on fait tout de suite une cytologie, un examen cytologique réflexe, donc un frottis. Si lors de ce frottis, les ASCUS sont positifs, on fait d'emblée une colposcopie. Si lors de ce frottis réflexe, la cytologie est négative, on fait un test HPV à 1 an. Si le résultat de ce test HPV à 1 an est négatif, on propose un test HPV à 5 ans. Si le test HPV à 1 an est positif, on propose d'emblée une colposcopie. Quand le test HPV initial de tout au début donc, est négatif, cette fois, on propose un test HPV à 5 ans. Voilà, je vous ai un petit peu relu l'algorithme, mais vous pourrez tous et toutes le lire à tête reposée et l'avoir en fiche. Diapositive suivante. Alors, l'éligibilité. Eh bien, pour ce test, il faut être donc âgé de 20, enfin, pour le dépistage plutôt, du cancer du col de l'utérus, il faut être âgé de 25 à 60 ans, quel que soit le statut vaccinal, puisqu'on aura de plus en plus de jeunes femmes vaccinées au garde d'asile, et il faudra bien leur dire qu'il faut qu'elles se dépistent quand même. Je rajouterai, moi, quel que soit le statut d'immunodépression, il faut savoir que souvent, dans l'expérience, les femmes, notamment séropositives, ont tendance à ne pas se faire dépister par culture ou par peur. Donc, il faut vraiment aller les chercher et insister auprès d'elles. Mais aussi, je rajouterai le statut sexuel, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas de rapport sexuel ou plus de vie sexuelle, mais qui est dans ces tranches d'âge, bien sûr, doit être dépistée, puisque ça n'a rien à voir avec la vie sexuelle. Mais c'est important de le dire parce qu'elles font souvent l'amalgame. Dernier frottis, dans les IVGT aussi, avoir un dernier frottis de plus de 3 ans pour les 25-30 ans, ou un test HPV de plus de 5 ans pour les 30-65 ans. Et il faut bien sûr avoir les droits ouverts. Les exclusions pour motif médical, hystérectomie totale. Alors pourquoi totale? Certaines hystérectomies ne sont pas en fait totales, c'est-à-dire notamment dans les anciennes hystérectomies, le col était encore présent. Donc si la personne ne propose pas de compte-rendu, il faut penser à examiner la patiente si on a un doute pour pouvoir faire le frottis et le test si besoin. Ensuite, toute femme ayant une infection évolutive ou en cours de traitement ne peut pas avoir de prélèvement. La femme ayant des signes cliniques ou fonctionnels faisant suspecter déjà un cancer, et toute femme ayant des antécédents de cancer ou de lésions précancéreuses qui, elles, ont un suivi spécifique, personnalisé, bien sûr. Diapositive suivante. Du docteur Estadio. Voici l'invitation à réaliser un dépistage du cancer du col de l'utérus qui est adressé à toutes les femmes de 25 à 65 ans inclus, n'ayant pas réalisé de dépistage dans les intervalles recommandés. Début juillet, la tranche d'âge sortante du dépistage a été invitée, c'est-à-dire les femmes de 63 à 65 ans. Puis en août et en septembre, les 25-30 ans ont à leur tour été sollicitées. Donc entre-temps,
plus particulièrement le 15 août 2020, le nouvel arrêté relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus est paru. Donc DOCCU, c'est plus simple pour faire plus court. Il indique que les examens de référence pris en charge à 100% sont le frottis pour les femmes entre 25 et 30 ans, ainsi que les actes associés réflexes sur le même prélèvement, et le test HPV pour les femmes à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, ainsi que l'examen cytologique en réflexe sur le même prélèvement. Donc, sur ce courrier, ce sont les étiquettes présentes au bas qui vont être intéressantes pour votre pratique et nous reviendrons dessus juste après. Je vous montre d'abord le verso de cette invitation. Donc, nous trouvons un questionnaire élaboré par l'INCa, donc l'Institut national du cancer, que la femme doit nous retourner rempli si elle ne souhaite pas utiliser ce courrier. Cela nous permettra de mettre à jour sa situation et de la réinviter au moment voulu. Elle doit par exemple nous indiquer la date de son frottis s'il date de moins de 3 ans. La mention par un autre test sous-entend le test HPV, puis elle peut également nous informer d'une hystérectomie, et c'est sur cette partie que votre rôle sera crucial. C'est pour cela que nous avons ajouté la mention « Mon médecin a confirmé que je n'avais plus besoin de faire ce dépistage ». Nous avons également fait la demande d'ajouter hystérectomie totale ou partielle, comme l'a évoqué Dr Estadieu, avec la notion de col restant ou non, car d'après les réponses postales que nous avons déjà pu recueillir, nous sommes aperçus que certaines femmes ne faisaient pas la distinction. Donc de ce fait, nous avons décidé que lorsque cette case est cochée, nous enverrons systématiquement un courrier l'invitant à nous joindre le compte-rendu de son intervention ou à faire remplir par le professionnel de santé qui la suit sur le plan gynécologique un petit coupon afin d'être certain de pouvoir l'exclure de manière définitive. Souvent, les femmes nous indiquent dans autre raison le fait d'être vaccinées. Donc, cette réponse fait également l'objet d'un courrier particulier où il est stipulé que la vaccination ne dispense pas de pratiquer le dépistage. Enfin, nous avons la case « Je ne souhaite pas faire ce dépistage » qui exclut la femme pour 3 ans, mais elle pourra toujours réintégrer le dépistage organisé avant si elle en fait la demande. Donc, je vous ai mis donc une diapositive qui reprend les étiquettes présentes en bas de l'invitation et également les modalités de prélèvement. Donc, il est possible de réaliser différents examens à partir de prélèvements cervico-utérins, donc entre autres la cytologie et le test HPV. C'est pour cela qu'une liste à jour des milieux liquides validés pour la recherche d'HPV et des trousses compatibles pour la virologie et la cytologie a été publiée. Donc, l'examen cytologique à partir d'un prélèvement avec étalement sur l'âme reste possible. Il n'est pas à privilégier puisqu'il implique une reconvocation de la femme pour effectuer un second prélèvement en milieu dédié en cas de cytologie anormale. Et de même, un prélèvement en milieu dédié pour le test HPV n'est pas à privilégier non plus puisqu'il peut nécessiter, en cas de résultat positif, une reconvocation de la femme pour effectuer un second prélèvement analysable en cytologie. Donc, la plus grande variété d'examens réalisables à partir d'un prélèvement sur un milieu liquide rend l'utilisation de cette technique largement préférable. Donc, j'abordais tout à l'heure le sujet des étiquettes, les voici. La plus petite est accolée sur le prélèvement et la plus grosse sur la feuille de demande d'examen. Donc, dans la nouvelle vague d'invitation, nous avons ajouté la petite mention « Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus CRCDC Île-de-France » sur la grande étiquette, afin que cela soit très clair et sans ambiguïté pour tout le monde, car nous avons eu des laboratoires qui refusaient de prendre en charge le prélèvement dans le cadre du dépistage organisé si l'invitation complète n'était pas jointe. Et nous, ce n'est pas du tout le discours que nous avons auprès des femmes. On leur conseille plutôt de garder l'invitation pour déjà avoir notre numéro de téléphone en cas de questions et éventuellement noter la date de leur dernier examen. Donc, avec cette mention ajoutée, normalement, il n'y a aucune ambiguïté. Voici un exemple de feuille de demande d'examen qui doit vous être fournie par le laboratoire avec lequel vous travaillez habituellement. La mention dépistage organisé doit être présente et le professionnel de santé réalisant le prélèvement doit informer oralement les femmes que le traitement de ces données personnelles sera utilisé dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. La fiche relative à ce dépistage que vous pouvez afficher dans vos locaux le mentionne également. Si toutefois la femme s'oppose au traitement de ces données, vous devez cocher cette case que j'ai mentionné avec la flèche rouge, afin que nous en soyons informés. Donc, pour résumer,
La femme arrive avec son invitation, vous effectuez le prélèvement en privilégiant un milieu liquide, vous l'identifiez à l'aide de la petite étiquette, vous cochez dépistage organisé, puis l'analyse souhaitée en fonction de son âge, et vous collez la grande étiquette sur la feuille de demande d'examen. Puis, vous envoyez le tout à votre laboratoire habituel en vous assurant que ce dernier est en capacité de réaliser une recherche d'HPV et un examen cytologique. Alors, les examens de référence font l'objet d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie sans avance de frais sur présentation du courrier d'invitation. La consultation, elle, est remboursée aux conditions habituelles. Cela ne change rien pour vous. Il est important de souligner que le suivi des positifs concerne l'ensemble des femmes dont le résultat du dépistage réalisé entre 25 et 65 ans est anormal ou positif, qu'elles aient participé spontanément ou qu'elles aient été invitées par courrier à participer au dépistage organisé. La différence étant que dans le dépistage individuel, la lecture du test sera payante, ce qui n'est pas le cas dans le dépistage organisé. À savoir que lorsque les tests sont effectués en réflexe, donc suite à un HPV positive ou une cytologie anormale, les résultats sont rendus de façon globale, c'est-à-dire que vous avez le résultat global de toutes les analyses qui ont pu être faites. Donc, pour terminer, un petit rappel des différents dépistages organisés existants déjà et suivis de près par le CRCDC. Donc, nous avons tout d'abord le dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans, avec la prise en charge d'une mammographie de dépistage tous les 2 ans, puis le dépistage organisé du cancer colorectal avec la possibilité de réaliser un test de dépistage tous les 2 ans pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Et enfin, le dépistage organisé du col de l'utérus que nous avons vu ensemble aujourd'hui, et vous l'aurez compris, un frottis tous les 3 ans de 25 à 30 ans et un test HPV tous les 5 ans à partir de 30 ans, et cela jusqu'à 65 ans. Donc, voici nos coordonnées. Normalement, c'est à moi que vous aurez affaire en cas de questions sur ce dépistage, puisque le courrier mentionné sur les invitations est le mien. Donc voilà, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez également pas mal d'informations sur notre site internet, donc dépistage-cancer-idf.org. Et puis évidemment, vous avez ensuite le site de e-cancer, qui pourra également répondre à vos questions. Voilà, donc Voilà. Nous avons quelques petites questions sur le dépistage qui concerne les femmes qui n'ont plus ou n'ont pas eu de rapport sexuel. Donc, en ce qui concerne donc les femmes n'ayant pas eu de rapport sexuel, effectivement, on a eu plusieurs réponses postales dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'une pénétration pour pouvoir... enfin, même sans pénétration, la femme peut être à risque de contracter le virus HPV. Donc, c'est délicat d'aborder cette partie via un courrier. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on envoie ce qu'on appelle une réponse équivoque qui stipule à la femme que nous avons bien pris en connaissance de sa réponse, mais qu'elle ne nous permet pas de l'exclure définitivement pour l'instant du dépistage. Et donc, on lui suggère de faire remplir par son médecin un petit coupon réponse pour être bien sûr qu'elle ait eu cette information par rapport à la notion de pénétration ou non. Et je joins à cela le petit fascicule du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus qui reprend bien cette petite notion. Donc une femme vierge de tout rapport, effectivement, elle n'est pas éligible au test, mais il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a eu aucun contact dans cette... voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Agnès ? Oui, pour la difficulté, c'est plus sur des femmes plus âgées qui se retrouvent seules et qui disent bah, « j'ai pas eu de rapport sexuel depuis des années, donc ça ne me concerne pas ». Bien évidemment, leur expliquer qu'une infection qu'elles ont eue 20 ans avant peut, vu le temps que prend le cancer pour se développer, comme on l'a vu, doit continuer à être suivie puisque le cancer peut se développer, enfin les lésions précancéreuses et le cancer peuvent se développer bien plus tard. Alors,
par rapport au-delà de 65 ans, si une femme a été dépistée régulièrement et que soit ses frottis, soit les tests HPV sont revenus négatifs, il n'est pas nécessaire de poursuivre un dépistage après 65 ans. En revanche, si la femme a eu des lésions du col pendant toute sa vie de 25 à 65 ans, ces femmes-là, bien entendu, doivent continuer à avoir un suivi. Ensuite, je vois des questions par rapport au courrier. Donc, les vagues d'invitation se sont faites fin juillet pour la tranche d'âge 63-65 ans. Donc, plutôt les femmes sortantes du dépistage. Et au mois d'août et septembre, les femmes de 25 et 30 ans ont été invitées. Tous les départements franciliens ont bénéficié de ces invitations au dépistage. Alors, à des périodes plus ou moins différentes. En fonction des départements, les invitations ne sont pas parties au même moment. En tout cas, dans l'Essonne, c'est début juillet et août-septembre. Et puis, les vagues vont se succéder au fur et à mesure pour finalement couvrir l'ensemble des femmes concernées. On peut rajouter qu'il est toujours possible pour une femme qui est éligible au test et qui n'a pas encore reçu l'invitation de nous contacter par téléphone ou via notre site internet. Et si elle est éligible, on pourra lui envoyer une invitation, une prise en charge pour ce dépistage. N'est-ce pas, Sandy? Oui, tout à fait. Alors, oui, mais si bien sûr elle a des droits ouverts à l'assurance maladie. C'est la seule condition, puisque nous, on se base sur des fichiers, les fichiers des caisses. Et donc, si elle n'a pas de couverture sociale, on ne pourra pas effectuer d'invitation. Donc, c'est vraiment important voilà, qu'elle puisse être dans notre base de données. Là, je vois une autre question qui demande si les femmes peuvent aller directement en laboratoire. Alors non, c'est une invitation, mais ce n'est pas une ordonnance. C'est-à-dire que si elle se présente avec ce courrier, le laboratoire ne pourra rien en faire. C'est vraiment juste une invitation. Il faut qu'elle consulte un professionnel de santé pour avoir une ordonnance. Pour la question suivante, qui rejoint celle d'avant, donc les femmes qui sont en CMU, oui, peuvent bénéficier de ce dépistage organisé. Malheureusement, les femmes en AME, non, on les a malheureusement pas dans nos fichiers et on n'a pas l'autorisation de les créer et de les inviter. Ensuite, pour la question, en cas de test HPV positif ou frottis anormal, le labo fera de lui-même spontanément l'autre analyse. Oui. Et cette analyse sera prise en charge totalement. Donc, on appelle ça, voilà, pour un HPV positif, nous aurons une cytologie réflexe et un frottis anormal engendre un HPV réflexe aussi. Donc, oui, spontanément, c'est pour ça que je vous parlais de la notion de rendu de résultat global, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le résultat du frottis anormal et 3 semaines après le résultat de l'HPV. On vous rendra les résultats de manière globale quand on aura le résultat du test HPV positif, du coup, et le résultat du frottis qui aura été engendré par ce test HPV positif. Donc oui, c'est du réflexe. Et c'est pris en charge. L'examen réflexe est totalement pris en charge. Il n'y a aucune avance de frais. Alors attention, pour que ça puisse être pris en charge. Alors pour l'instant, on a encore des petits soucis sur les premiers retours avec certains laboratoires, donc il faut qu'on revoie les choses avec eux. Mais en tous les cas, c'est impératif qu'il y ait l'étiquette. Et donc, comme vous avez vu sur le modèle que vous a montré Sandy tout à l'heure, on a rajouté clairement sur l'étiquette qui va être donc sur le document de liaison, dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, pour que la femme puisse bénéficier de ce dépistage. Et autre chose, parce qu'il y a aussi sur certains documents fournis par les labos, ce n'est pas forcément très explicite. Si la femme a entre 25 et 30 ans, vous cochez la case frottis et le labo doit faire l'examen réflexe, l'HPV réflexe si nécessaire, et vous cochez sinon la case HPV pour les femmes de 30 à 65 ans, mais il ne faut pas cocher les deux parce que
Sinon, la femme ne va pas être remboursée non plus. Alors, je vois une autre question par rapport, est-ce que quand elles font le dépistage à 25 ans, elles sont de nouveau invitées à 26 ans? Non. Alors, on a... non. Comment dire? Le frottis d'intervalle, on se dit que c'est le praticien qui sensibilise la femme à cette modalité et la réinvite à venir consulter un an après pour faire un frottis de dépistage, mais elle ne recevra pas de courrier de notre part. En revanche, donc par exemple, si on prend ce cas de figure, donc si une femme à 25 ans fait son frottis et à 26 ans refait un autre frottis, elle sera invitée 3 ans après les 26 ans. Enfin, on se base vraiment sur le fichier des actes des caisses. Donc si elle a bien fait son dépistage, son deuxième dépistage à 26 ans, elle sera invitée 3 ans après. Ou bien à 29 ans. Voilà. Mais sinon, non, nous, on n'invite pas les femmes pour le frottis d'intervalle. Parce qu'on n'est pas en capacité de savoir si c'est leur premier frottis ou pas, c'est vous qui le savez. Un réseau est-il en place pour nous permettre d'orienter les patients pour la colposcopie? Alors, nous avons en tout cas mené une enquête pour connaître les praticiens qui réalisaient les colposcopies. Donc, effectivement, on a un certain nombre de retours qui nous permettent d'avoir une base de praticiens. Après, est-ce qu'on a prévu de la rendre accessible? En fait, voilà, notre difficulté, c'est une difficulté avec le Conseil de l'Ordre, hein, parce que si on fait une liste, il faut être sûr d'avoir mis tous les colposcopistes, de ne pas en oublier, parce que sinon on peut être attaqué. Donc c'est un peu la difficulté, c'est une vraie réflexion pour savoir de quelle manière on va pouvoir faire connaître cette liste de colposcopistes en étant exhaustif. On n'a pas encore totalement résolu le problème, mais si vous avez des solutions à nous apporter, on est preneur parce que c'est une vraie difficulté. En fait, quand on a fait le groupe de travail, avec les personnes d'ailleurs qui sont déjà présentes là dans le groupe, c'est une des questions qu'on s'était posées, c'est-à-dire que souvent on n'a pas les adresses, on n'a pas une bonne référentielle des personnes qui font des colposcopies. Et nous, on s'était proposé, alors c'est vrai que ça passe pas par l'ordre, ça passe pas par vous, nous on s'était proposé justement dans ces groupes de travail de nous essayer de faire un travail là-dessus pour répertorier les capacités de chacun à faire des frottis, à l'époque c'était que le frottis, à faire les colposcopies pour essayer d'avoir un annuaire. Donc effectivement, l'idée c'est peut-être que nous-mêmes on arrive à s'en charger, ça sera peut-être incomplet, c'est certain, mais partant de professionnels eux-mêmes qui ont des besoins, ça posera peut-être moins de soucis et c'était un des travaux qu'on s'était proposé de faire avec le groupe d'Espace Vie. Voilà. C'était un de nos questionnements et un de nos problèmes au quotidien, en fait. Donc, on avait trouvé un peu un moyen de coordination tous ensemble, peut-être en faisant travailler notre coordinatrice plus tard, pour justement répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est correct par rapport à l'ordre, mais pourquoi pas. Je pense que ça peut l'être si c'est fait dans un cadre associatif comme ça. Alors, pour la question suivante, sur la communication pour les femmes ayant des rapports avec des femmes est-elle prévue? C'est une question intéressante. À ma connaissance, pour l'instant, on n'a rien prévu, mais on va la faire remonter. Et c'est un point à développer. Merci d'attirer notre attention dessus, parce qu'effectivement, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas quelque chose de spécifique qui a été prévu. Alors ensuite, est-ce qu'on pourra demander l'envoi de nouvelles étiquettes, invitation en cas de perte depuis le site Néonet Île-de-France. Alors, je vais répondre par rapport à ça. Le site Néonet Île-de-France, donc c'est un site que certains d'entre vous connaissent qui permet pour le cancer du sein et du côlon de voir si une femme est éligible et de pouvoir, si elle est éligible, de pouvoir sortir une prise en charge. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, le dépistage du cancer du col commence sur un nouveau logiciel métier qui est régional. Et on va basculer dans l'année à venir sur ce logiciel métier pour le sein
et le cancer du sein, le cancer colorectal. Et du coup, Néonet Île-de-France va être refondu sur ce nouveau logiciel, sur les 3 dépistages. Donc, c'est un point sur lequel moi, je vais mettre vraiment mon attention pour qu'on puisse avoir très vite ce service qui se mette en place sur le nouveau logiciel et avec même, comme on suggérait certains médecins, d'avoir, à défaut d'avoir des étiquettes autocollantes, d'avoir peut-être, soit de demander des étiquettes pour les patients, soit d'avoir des étiquettes que vous pourriez imprimer, alors qui ne seraient pas autocollantes, mais que vous pourriez coller si jamais, parce qu'il y a des médecins qui m'ont dit, moi, si je ne fais pas ce travail-là, avec certaines femmes, je sais qu'elles vont pas, ça ne va pas se faire. Donc ça, ce n'est pas pour tout de suite, mais j'espère que d'ici 1 an, ça va être possible. Et j'ajoute juste quelque chose par rapport à ça. Si par exemple, votre patiente vous dit avoir perdu son invitation, sur notre site internet, vous avez, sur la page d'accueil, c'est très visible, je demande mon invitation. Donc la femme peut cliquer dessus, nous donner ses coordonnées, le dépistage pour lequel elle souhaite être invitée, donc bon, bah là en l'occurrence on va dire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous on centralise ses demandes et ensuite on lui fait parvenir. Donc alors ou elle nous appelle si c'est plus simple pour elle, mais sinon via internet notre formulaire fonctionne très bien et on reçoit régulièrement des demandes qu'on réenvoie ensuite aux femmes. Alors, donc c'est accessible à tout le monde, hein. C'est pas du tout, c'est voilà, c'est un site. Et vous pouvez même l'utiliser avec vos patientes si justement elles vous disent ça. Aller sur le site et le faire avec elles si jamais c'est des gens voilà, pour lesquels c'est compliqué de faire la démarche eux-mêmes. Mais alors, encore une fois, ah non, pardon. Non, j'allais dire encore une fois, il faut qu'elle ait des droits ouverts à l'assurance maladie. C'est toujours la même condition. Alors, pour la question suivante, difficulté pour nous, sages-femmes, de ne pas dépasser nos compétences. Effectivement, vos compétences sont sur le dépistage, pas pour le suivi d'un dépistage positif. Donc, ce qui vous sera demandé, vous serez destinataire via le labo, si c'est vous qui avez prescrit du résultat, mais charge à vous d'orienter la femme ensuite vers un médecin, puisque ce n'est pas vous qui pouvez, dans vos compétences, assurer effectivement le suivi. En fait, nous avons une plateforme en fait, qui permet le lien entre les professionnels et c'est une des réflexions qu'on avait eues notamment pour demander des colposcopies ou pour que les sages-femmes demandent l'aide d'un médecin quand elles ont besoin. L'idée, c'était de faire un groupe de travail sur le département et ensuite d'échanger dans nos besoins par effectivement des listings, mais aussi par un outil qui est Entracte où on peut en fait demander par exemple une demande de frottis, un professionnel peut demander à un autre professionnel un frottis si par exemple il ne sait pas le faire. Je donne un exemple, il y a des médecins qui ne font pas les frottis, qui ne font pas la gynéco et qui peuvent être sensibilisés, puisque le but c'est de sensibiliser le monde, et qui vont trouver un collègue qui fait. Ça peut être un des intérêts de la plateforme. Ça peut être aussi une sage-femme qui a besoin effectivement d'un médecin pour prendre le relais en cas de faute anormale. Ça peut être n'importe quel médecin ou sage-femme qui a besoin d'une colposcopie et si on n'arrive pas à faire tout l'annuaire dans les temps nécessaires, utiliser Entracte pour améliorer cet annuaire. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le travail humain qu'on propose de faire à Espace Vie avec le lien par les sages-femmes coordinatrices d'Espace Vie, mais aussi avec Sandy Ritro, qui servirait aussi, puisqu'elle est sage-femme référente au CRCDC Île-de-France, et de travailler tous ensemble pour avoir une connexion tous ensemble et utiliser aussi la plateforme quand on en a besoin pour des besoins justement de colposcopie, de labo, si jamais la personne passe par un labo, ou aussi peut-être de lien directement avec les coordinatrices en cas de question. Voilà. Pardon, j'avais une autre chose. Je propose donc que les personnes qui sont intéressées contactent donc ou Charlotte, coordinatrice Espace Vie, ou Sandy Ritto, parce que quand on avait travaillé, je ne sais pas si Agnès, tu seras d'accord, on s'était rendu compte que c'est un frottis quand même particulièrement intime qui est complexe. Quelqu'un a soulevé, par exemple, les femmes qui ont des rapports simplement homosexuels, il va falloir aussi peut-être savoir comment les contacter ou leur parler. Il a une façon de parler aux personnes. Donc, effectivement, quand on a notre propre patientèle, c'est plus facile.
lors d'un dépistage, on se proposait de réfléchir à comment aborder les femmes, les attirer, parce que c'est quand même un dépistage intime qui est compliqué. Il y a aussi le problème de culture. Et on se proposait de travailler là-dessus. Peut-être aussi, comme le disait Damien, de faire des journées de dépistage organisées tous ensemble quelque part, ou en relayant. Il y a plusieurs possibilités, hein, soit une journée de dépistage, soit un endroit où on fait un dépistage où tout le monde vient, en plus du dépistage privé que chacun fait à son cabinet. Voilà, c'était plusieurs solutions pour toucher le plus de femmes possible. Et ça, c'était une des réflexions qu'on avait eues dans notre groupe de travail. Donc, toutes celles et ceux qui sont intéressés pour se joindre à cette réflexion, Agnès y compris, elle avait commencé à travailler avec nous d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu l'avenir, c'est la partie cachée de ce dépistage, c'est-à-dire le faire vivre maintenant. Voilà, Annie, c'était un peu le mot de la fin. Pas de place pour l'auto-prélèvement HPV. Alors, l'auto-prélèvement est quelque chose qui est évoqué, qui pour l'instant ne va pas être mis en place, mais il y a quelques expérimentations en France qui ont été menées depuis quelques années. Donc, l'avantage d'un auto-prélèvement, effectivement, c'est que la femme peut faire elle-même le prélèvement, mais pour l'instant, les expérimentations qui ont été faites, la grande difficulté, c'est que si l'auto-prélèvement est positif, il y a beaucoup de difficultés à ce que la femme, on observe très peu une faible participation ensuite à l'examen complémentaire, puisque si l'autoprélèvement HPV est positif, il faut faire derrière un frottis. Et en fait, le pourcentage de femmes qui, après un test HPV positif, faisaient un frottis est très faible. Et donc, pour l'instant, c'est une des grandes limites à l'autoprélèvement. Mais bon, c'est quand même une piste qui est envisagée, mais qui nécessitera des expérimentations particulières pour notamment faire qu'après ces autoprélèvements, on puisse avoir une bonne compliance des femmes s'il est positif à des examens complémentaires. Par rapport à la promotion, alors sur la promotion du dépistage du cancer du sein, serez-vous disponible pour intervenir sur des temps d'infos? Oui, bien sûr, avec plaisir. Notre but, c'est de toucher un maximum de personnes, d'autant plus que c'est quelque chose de relativement récent dans la mise en place. Donc oui, si vous soulevez un besoin, avec plaisir. Bon, après, avec le contexte actuel, voilà, il faudra s'organiser, mais en tout cas, oui, c'est totalement faisable et n'hésitez pas à me solliciter. Et si je peux répondre à votre demande, ce sera avec plaisir, avec notre chargé de prévention également. On pourra faire des interventions. On pourrait éventuellement prévoir un webinaire là-dessus qu'on peut ensuite transmettre. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? On a aussi un outil que vous pouvez diffuser et si ce n'est pas fait, on va pouvoir vous envoyer pour le mois d'octobre, comme effectivement pour la promotion du dépistage du cancer du sein. Malheureusement, beaucoup d'actions de proximité ont été annulées. Cette année, on a fait le choix de développer des affiches avec un flashcode qui est en lien avec notre site internet. Que Sandy a développé, qui est un site régional, mais que Sandy a développé, qui est très bien fait. Il y a de l'information pour les femmes, pour la population, sur les 3 dépistages. Et donc, si vous souhaitez recevoir ces affiches avec le flashcode, n'hésitez pas à contacter Sandy, on pourra vous en envoyer soit par courrier, soit vous envoyer l'affiche, qui est une affiche A4, que vous pouvez tout à fait imprimer et mettre dans votre salle d'attente. Serait-il pas utile de faire des infos dans les lycées, infirmières scolaires ou autres professionnels? Si, bien sûr. On a beaucoup d'actions à mettre en place. C'est vrai que la période ne nous aide pas. Après, maintenant, rien n'est impossible. Hein. Mais si, bien sûr, ce sont des publics qu'on va cibler. Alors, c'est vrai que les lycées, oui, effectivement, ce serait de la prévention, puisque 25 ans, c'est vite là. Donc, oui, ce sont des choses qu'on va envisager. Tout ce qui peut concerner de près ou de loin, voilà, les personnes, voilà, on le fera. On prend toutes les idées et avec vous. Oui, voilà. Justement, ça peut être, pour le coup, ça va être le lien final. En fait, ça peut être un lien avec justement les CPTS, c'est-à-dire que normalement, on est quand même censé être en contact aussi avec
les médico-sociaux notamment et un peu là, avec les élus. Et donc, on peut effectivement travailler ça, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Hein, c'est un petit peu, comme on dit, il y a le Covid et puis il y a aussi la maturité des CPTS, mais c'est probablement aussi à ça que peut se servir cette association pluriprofessionnelle, où on peut proposer aux maires de nous aider pour des campagnes de dépistage ou pour des campagnes, voilà, ça peut être un lien intéressant entre les CPTS et entre les professionnels. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est à nous, dans les groupes de travail, ça fait aussi partie de comment réfléchir à joindre les PMI, à joindre un peu tout ce qui peut nous aider à faire les bons dépistages. Mais c'est un peu valable aussi pour les autres dépistages d'ailleurs. Mais c'est une réflexion qui sera un peu à dupliquer, quoi. Voilà. Nous, on est toujours en recherche de contact dans tous les cas. Donc, même si vous entendez parler d'institutions qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à nous faire parvenir les coordonnées. C'est vrai qu'on est toujours heureux de pouvoir avoir un maximum de contacts et pouvoir le relancer en cas de besoin. Et voilà, notre séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci à Agnès, Sandy ainsi qu'à Christine pour leur intervention. Pour toute information concernant le groupe de travail au sein d'Espace Vie, n'hésitez pas à me contacter à coordination.terra@espacevie.fr. Pour toute info concernant la CRCDC Île-de-France, n'hésitez pas à contacter Sandy Rito via son adresse mail que je vous mets juste en dessous de cette vidéo. Et je vous mets également aussi le lien de leur site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous donne maintenant rendez-vous. Du coup, dans 15 jours, le mardi 13 octobre, et nous parlerons du tabac. Plus précisément, nous aurons l'intervention de Saïka Gulam, qui est IDEL, et qui nous parlera du mois sans tabac 2020. Elle sera accompagnée de Sandrine Chérubin, qui, elle, nous expliquera comment accompagner les personnes en sevrage tabagique. C'est un sujet qui est quand même très important, donc avec la campagne anti-tabac. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Pour ce faire, il n'y aura toujours pas d'inscription. Le lien d'accès direct est disponible sur notre site internet espacevie.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et nous faire un retour. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, ce que vous souhaiterez y voir apparaître au sein de ce site afin de le faire vivre. Voilà, nous essaierons de faire au mieux en tout cas. Également, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook Espace Vie, l'alternative libérale, où nous diffusons quotidiennement des infos, de tout autre qui se passe sur le territoire. Donc, je vous invite réellement à venir nous rejoindre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.